Alors, je me suis lancée dans cette affaire de la construction du droit naturel à partir du droit romain, que j'ai sous-titré « Une esquisse des grands tournants de l'histoire du droit naturel ». C'est une esquisse. Alors, pourquoi j'ai voulu faire cela? C'est un peu spécial. Eh bien, c'est parce que je trouve assez triste d'être enfermé dans les périodisations de l'histoire sur un thème pareil. D'autant plus que le droit naturel vient de on ne sait où. On n'a qu'un passage avec le droit romain, dont je vais dire quelques mots rapidement. Et puis, voilà. Alors, ça a l'air d'être un héritage d'une période préhistorique, hein, qui précède l'histoire des Romains. Et c'est intéressant parce que cette histoire est compliquée, elle est sans arrêt contredite. Il y a des débats formidables à ce sujet, et encore de nos jours, la Révolution française s'inscrit dans un moment de réveil puissant de cette conception d'une conception du droit naturel, et puis ça va se terminer très rapidement, de 1789 à 1795. À partir de 1795, le courant de pensée du droit naturel est vraiment expulsé de la culture mondiale, européenne, hein, européenne et mondiale ensuite, parce que c'est l'Europe qui fait l'histoire du monde à cette époque-là à cause de l'impérialisme. Hein, c'est dans ce sens-là que je le dis. Bien. Alors j'ai trouvé intéressant d'essayer de me lancer dans une esquisse des grands tournants de l'histoire du droit naturel, parce que je trouve que c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose qui est une espèce de constante qui est contredite, qui apparaît et qui disparaît et qui réapparaît. Enfin bref, voilà. Je me suis arrêtée en 1795 parce que, d'abord, ça fait un gros morceau déjà, et puis je ne peux pas continuer jusqu'à atteindre l'époque actuelle, parce que c'est un rebondissement encore, qui s'est produit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, hein, à la fin d'une guerre épouvantable, et il y a quelque chose de nouveau qui est réapparu ici. Enfin, je veux dire, il y a quand même un élan puissant qui dirige et qui contredit cette histoire, des élans extraordinairement puissants. Alors j'ai essayé de faire cette esquisse des grands tournants. Un petit mot rapide sur le droit romain. Le droit romain porte donc ce droit naturel. Mais comment est-ce qu'il se présente aujourd'hui? Il se présente d'une manière assez curieuse, puisque c'est non pas des auteurs latins que nous avons la possibilité de pouvoir lire, c'est un travail qui a été fait postérieurement au VIe siècle, au début du VIe siècle, le Code Justinien, qui a été décidé par l'empereur Justinien parce qu'il avait pensé qu'il pourrait, lui, réunifier l'Empire romain, qui s'était divisé entre l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Il était à Byzance et il s'est proposé de réunir l'Empire. Il a échoué, mais pour atteindre cet objectif, il a demandé à ses spécialistes du droit à Rome en latin, parce qu'il savait que le droit romain venait du latin, ou de Rome, comme vous voudrez, c'est pareil, et qui ont fait un énorme travail, et ça a été publié, c'est une énorme compilation, le Code Justinien, une énorme compilation qui a été publiée très rapidement, entre 529 et 533. La partie dans laquelle se trouve le droit naturel, c'est le digeste. Je vais parler de ce qu'il y a, de ces vestiges qui se trouvent dans le Code Justinien, dans le digeste, et puis je vais vous montrer la contradiction qu'il y a dans la conception du droit romain, qui est tout à fait surprenante. D'ailleurs, je voudrais introduire mon propos par une citation d'un juriste du XIXe siècle, un historien du droit, qui s'appelle L'Herminier, et qui en 1829 a posé cette question de la manière suivante. Comment le droit romain, la législation morte d'un peuple détruit, est-il devenu pour l'Europe entière une science politique et sociale?
Alors c'est quelqu'un qui était un juriste qui était encore dans la culture du droit naturel et qui n'avait pas encore assimilé la destruction que l'on va faire de ce courant de pensée. Parce que c'est un énorme courant de pensée. Ce que j'aimerais qu'on aperçoive, c'est bien cela. Donc, Rome, rapidement. Alors, les textes du Code Justinien font état d'une contradiction absolument éblouissante, extraordinaire. Alors, on va lire la première citation. L'éthique qui fonde le droit naturel est violée et la chose est justifiée par le droit des gens. Alors, vous avez le droit naturel d'un côté et le droit des gens qui va contredire et violer ce qui est dit dans le droit naturel. Alors, c'est le titre 1 d'Ulpien 1. Titre premier, 1, Ulpien. Ulpien est un de ces juristes qui a été résumé, enfin pas résumé, mais on a repris des citations de lui dans le Code justinien. Le droit se divise en droit public et droit privé. Le droit public regarde l'administration de l'État, statum rei romane, c'est important de voir comment on cause. Le droit privé s'occupe des intérêts particuliers. Le droit public consiste dans les choses sacrées, les ministres de la religion et les magistrats. Le droit privé a 3 parties. Il tire sa source des préceptes du droit naturel, du droit des gens et du droit civil. Le droit naturel est celui que la nature enseigne à tous les animaux. Alors voilà la première définition du droit naturel qui est assez remarquable. Donc c'est le droit que la nature enseigne à tous les animaux. Et en effet, ce droit n'est pas propre seulement au genre humain, mais à tous les êtres animés dans les airs, sur la terre ou dans les eaux. À ce droit se rattache l'union entre l'homme et la femme, que nous appelons mariage, la procréation et l'éducation des enfants. Nous constatons en effet que les autres animaux pratiquent aussi ce droit. Donc les animaux pratiquent ce droit dans la conception du droit naturel chez Ulpien. C'est très intéressant dans son genre. Et puis ça continue avec d'autres citations, celle de Florentin dans le titre 5 de l'État des hommes. La liberté est la faculté naturelle de faire ce qui plaît, sauf empêchement par la loi, ius, ou par la force, vis. Et puis, d'autres choses sont ajoutées dans ce choix de citation, donc c'est incomplet, évidemment. Refuser et repousser la violence et les injures fait partie de cette liberté. C'est un crime d'attenter à la vie d'un autre homme. Et pourtant, donc, Rome va violer cette liberté naturelle en pratiquant la guerre de conquête et la mise en esclavage des prisonniers. Rome s'est agrandie, comme vous le savez, par la guerre de conquête. Les citoyens romains conquéraient les terres des voisins et mettaient une partie d'entre eux en esclavage pour travailler ces terres. La justification de cette violation du droit naturel dans le Code justinien est exprimée de la manière suivante. La servitude est constituée par le droit des gens, par lequel quelqu'un est soumis à un autre, contre le vœu de la nature. Donc c'est clairement dit, la liberté est de droit naturel, et le droit des gens, les relations entre les peuples, entre les gens, des individus, etc., et des peuples, justifie la mise en esclavage, la guerre de conquête et la mise en esclavage. L'esclave se dit en latin servus ou bien mancipia, prisonnier de guerre capturé à la main, manu capere, mancipia. Et l'esclave est un terme germain qui désigne les Slaves qui avaient été mis en esclavage par les Germains. Toujours un nom étranger qui est donné pour signifier le concept d'esclave. Il y avait donc 3 statuts juridiques à Rome, l'ingénu, né libre, l'esclave et l'affranchi qu'on appelle le libertin. Alors au passage, le mot libertin apparaît là, qui est assez intéressant. Et la principale division, je vous cite Gaius,
ici, même chose, donc même remarque que pour les auteurs qui sont cités. La principale division des personnes consiste en ce que tous les hommes sont ou libres ou esclaves, aut liberi, aut servi. Et puis chez Martien, les esclaves sont tous de la même condition, mais les hommes libres sont les uns nés libres, ingénuis, les autres affranchis, libertini. Et les esclaves, enfin, sont des étrangers. Donc vous avez un statut spécifique d'étranger pour les esclaves. Alors, voilà ce que le droit romain porte comme contradiction qui va exploser de façon particulièrement vigoureuse au moment de la chute de l'Empire romain. Alors je passe, premier grand tournant de cette affaire, qui est la chute de l'Empire romain et le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge étant la période de réhabilitation, reconsidération du droit naturel hérité du droit romain. Et qu'est-ce qu'ils avaient comme texte à cette époque-là, au moment de la chute de l'Empire romain? C'était le Code justinien. Donc ces définitions que je viens de rappeler. Alors, rapidement, la chute de l'Empire romain dure très longtemps, plusieurs siècles. Tout ça, c'est très très lent. Et elle va permettre la réunion de trois forces sociales, de trois types de populations qui sont dans l'Empire romain d'Occident, qui s'est séparé de l'Empire d'Orient, qui continue de porter le nom d'Empire romain. Et la cause est due à l'arrivée massive depuis le IIe siècle de notre ère, comme on dit, de barbares qui sont chassés de là où ils étaient et qui arrivent de plus en plus nombreux du IIe siècle jusqu'au VIe siècle, des invasions extrêmement fortes, puissantes, qui vont provoquer une première réaction de la part des Romains, c'est-à-dire construire un mur, comme d'habitude, le limes, pour se protéger de l'arrivée par le nord-est de ces barbares, puisqu'on les appelle comme cela. Et ça va être le limes va pouvoir être contenu. Le limes, c'est il est formé de l'armée romaine. Je veux dire, il y a quand même une armée considérable, absolument énorme, pour protéger cette immense frontière. Et sous les assauts répétés, et il y a une partie des barbares qui rentrent dans l'Empire lentement, etc. Mais enfin, bon, voilà. Donc, voilà le tableau général. Mais la pression est très très forte au IIIe siècle et le limes commence à céder. Alors, il va exploser lentement, petit à petit. Il y a une résistance très, très forte de la part de l'Empire romain. Une résistance qui va durer jusqu'à la fin du Ve siècle, jusqu'à l'effondrement de l'Empire d'Occident en 476. Voilà, c'est dans cette période que cet éclatement se fait. Alors, ce sont des périodes extrêmement dures. Il y a des périodes de guerre, de brutalité, bien sûr. Processus très lent, mais qui va peu à peu, dans les siècles terminaux, ça dure longtemps, vous voyez, il y a des générations entières de gens qui peuvent se croiser, se mélanger, se rencontrer, et qui va permettre un mixage absolument extraordinaire, étonnant, de trois types de populations, comme je le disais précédemment, qui se faisaient la guerre jusque-là et qui vont s'unir. Alors ces trois types de populations, ce sont les peuples conquis par les Romains, comme par exemple les Gaulois, voilà. Ensuite, il y a les romanisés, qui sont à part parce qu'ils vivent à la romaine, avec des esclaves, et tous les esclaves des Romains et des romanisés, ça fait une deuxième type de population. Puis la troisième, c'est les barbares qui arrivent. Et ces barbares, ils arrivent, et le dernier peuple qui va arriver, ça va être les Francs, et ces Francs vont donner la dernière bataille victorieuse. Ce sont eux qui sont les vainqueurs des armées romaines, et qui mettent fin à l'Empire romain. Et dans toute cette période, il y a des mélanges absolument extraordinaires, mais qui sont lents et complexes, bien sûr, et qui vont ranimer deux choses principales. Premièrement, le latin va disparaître et des langues nouvelles vont apparaître. Elles vont apparaître
dans le mixage, dans ce mélange étonnant de ces langues qui vont se former à ce moment-là, hein, et qui sont diverses et qui vont avoir une histoire assez longue d'ailleurs, avant de se fixer comme nous les connaissions, hein, l'espagnol, le français, l'italien, etc. Au sud du Limès. Le Limès, il traverse une partie des États allemands. Il y a une partie de l'Allemagne qui est dans le Limès, qui a connu tout ce mixage, hein, et une autre partie des États allemands, enfin des peuples germains, plus exactement. Bref, vous voyez ce que ça veut dire. On a besoin de cartes pour faire des tableaux, pour faire des histoires pareilles. Enfin bon, il n'y en a pas. Il n'y a que des livres. Bon, c'est pas mal. Et de l'autre côté, eh bien, ils ne connaissent pas du tout ce mélange. Hein. Au nord du Limès, on ne connaît pas ce système de mélange. Donc c'est important parce que vous avez deux formes culturelles voisines et qui sont séparées. Hein. Alors la première chose, c'est ce mélange des populations et des langues, de leur rencontre, bon, qui se fait, on ne sait pas très bien comment précisément, mais enfin qui se fait. On le sait que ça s'est fait. Et puis ce résultat absolument décisif, vraiment important, quand vous avez une société esclavagiste. Mais ici, il faut comprendre que toute la population n'est pas esclavagisée. Tout le monde n'est pas esclave dans l'Empire romain. Hein. Vous avez les peuples conquis, une partie d'entre eux peut être prisonnier de guerre et devenir esclave, mais une grande partie ne l'est pas. Donc il y a des gens qui sont libres à côté de gens qui sont mis en esclavage sur les terres des Romains. Ce qui est important de voir, c'est que ces mélanges vont permettre une chose absolument extraordinaire qui n'arrive pas souvent dans l'histoire de l'humanité, et c'est pour ça qu'il faut la souligner, parce qu'elle est vraiment intéressante. Quand vous avez une société esclavagiste, les esclaves et les maîtres n'oublient jamais, sans un événement considérable qui leur permet de dépasser cette contradiction, l'État, le statut social auquel ils appartiennent. Les maîtres savent qu'ils sont maîtres. Et si vous regardez la situation en Afrique aujourd'hui, les conséquences de l'esclavage sont toujours terrifiantes. Une grande partie de la population est obligée de fuir pour échapper à cette histoire. Tant que cette histoire n'est pas renversée, il faut renverser l'histoire ici. Hein. Bon. Et c'est la chute de l'Empire romain a renversé la chose. Et c'est assez remarquable, hein, c'est intéressant. Et on ne demande plus dans cette société, d'après ce que l'on dit et qui est colporté jusqu'au XVIe siècle, on ne demande plus l'origine des gens. On ne leur demande pas leur origine, d'où ils viennent, etc. etc. Vous vous rendez compte? Dans notre société, c'est l'inverse. On n'arrête pas de le faire. On va même faire des fichiers. Alors que là, nous avons tout à fait autre chose. Voilà. Donc il y a une culture particulière qui est née. Et puis il y a en plus ce brassage de tous les traits économiques, sociaux, des pratiques politiques, etc., qui pouvaient exister entre ces différentes populations qui vont se mêler. Voilà. Et il y a un nouveau concept de liberté qui va apparaître. C'est le mot franc. Franc qui va vouloir dire libre et qui n'a rien à voir avec le nom ethnique de ce dernier peuple qui est venu écraser les Romains et qui était si fier de sa victoire. Il est fier de sa victoire. C'est quand même important d'être fier de sa victoire. Hein. Et ils ne veulent pas vivre comme les Romains, etc. Et alors, ça a donné un nouveau concept de liberté qui n'est pas encore exprimé en termes de droit naturel, ça va venir un peu après. Alors, je vous donne une citation de Marc Bloch, La société féodale, qui a commenté la chose de la manière suivante, dans Servitude et liberté, je vous donne la référence. Citation 2. Que seuls les hommes libres, indépendamment d'ailleurs de toute distinction ethnique, aient composé le populus francorum, la preuve en est la synonymie qui finalement s'établit entre le nom national et la qualité juridique. Libre ou franc, les deux mots devinrent interchangeables. Et puis encore, au populus, toujours Marc Bloch, au populus francorum, disait-on couramment, confondant sous le même nom conquérants et vainqueurs,
Née de cette équivalence, la synonymie des deux termes de libre et de franc devait traverser les âges. Et en effet, elle a traversé les âges. Donc il y a un nouveau mot, franc, avec tous les mots dérivés de franc, franchise, franchise au sens droit de vote, franchise au sens d'être franc, honnête, etc. Cependant, la formation d'une seigneurie travaillée par des serfs va réapparaître. Elle va apparaître à la période carolingienne, au 8e siècle. Alors, des seigneurs vont tenter de reconstituer quoi donc? Les latifondia latins. Et ils vont essayer de le faire, et comme ils n'ont pas d'autre main-d'œuvre possible sous la main, ils ne peuvent plus faire la guerre, faire des esclaves, ils vont réussir à obliger des paysans qui sont libres à venir travailler, les contraindre de venir travailler leur terre pendant un certain nombre de jours par semaine ou par an. Hein, c'est très varié. Et à ce moment-là, enfin, du 8e jusqu'au 11e siècle, vous voyez, ça dure, c'était quelque chose qui dure longtemps, vous allez avoir cette constitution et cette généralisation dans tout l'espace ouest européen de cette seigneurie asservissante. Et puis, à partir du XIe siècle jusqu'au XIVe siècle, une nouvelle phase tout à fait intéressante qui va lancer un mouvement, pas seulement populaire, qui commence par les paysans, bien sûr, parce que ce sont eux qui sont concernés, mais qui va toucher toutes les catégories de la société, donc qui dure longtemps, encore une fois, hein, du XIe au XIVe siècle, c'est pas rapide, et c'est là que va réapparaître le terme de droit naturel. Et c'est un mouvement qui va restructurer complètement la société sur la base d'accords, de contrats entre les différents groupes sociaux qui se dominaient ou qui s'affrontaient, et qui, enfin, période qui va réclamer de nouveau la liberté telle qu'elle avait pu déjà être expérimentée par la chute de l'Empire romain et cette liberté acquise, en tout cas par les esclaves, mais qui avait aussi gagné tout le monde. Et là, elle va prendre une autre formule. Alors, je rappelle rapidement, c'est le mouvement des chartes de communautés villageoises et de communes, etc., de corps de métier. C'est un mouvement extrêmement puissant. Marc Bloch en est l'historien pour le Royaume de France et Rodney Hilton l'est pour l'Angleterre et pour l'Italie du Nord. Il a fait des études dans certaines régions de l'Italie du Nord. Il a montré cela. C'est extrêmement intéressant. Bien. Et ils le font par des contrats. Alors, le mot qui est utilisé, c'est charte. Charte, ça veut dire contrat. C'est le contrat social qui apparaît là et qui va être négocié. Les paysans vont négocier avec les seigneurs une restructuration de la seigneurie. Le détail est donné par Marc Bloch, le caractère originaux de l'histoire rurale française en particulier. Hein. Ça va se faire par écrit. Alors, pourquoi ça se fait par écrit? Pourquoi les choses... Bon, on ne peut pas répondre de façon précise. La seule chose qu'on sache, c'est que ça, c'est fait par écrit, puisqu'on a les textes qui restent. Hein. Bon, voilà. Que des paysans les faits, les menaient, c'est absolument indiscutable. Que des corps de métier dans les villes les faits, que les villes les faits, etc. Mais plus encore... l'Église catholique s'est réorganisée avec des monastères, des couvents, etc., qui ont des chartes, avec la noblesse qui, elle aussi, s'est organisée en espèce de communauté, avec sa propre constitution, si vous voulez. Chartes, ça veut dire constitution, avec leur propre texte de constitution. Si vous avez un mouvement de dispersion complète de ces projets de constitution, qui se ressemblent lorsque c'est les mêmes... objectifs. Les communautés villageoises ont des objectifs qui sont assez proches, similaires. Hein. Bien, bon, voilà. Je ne vais pas plus loin, mais je reprendrai les acquis de ces communautés villageoises en particulier. Je ne peux pas vous parler de tout, vous voyez bien, c'est bien évident, mais c'est avec encore ce mot de franchise. Les franchises, les libertés et franchises, comme on les appelle, dans les chartes
qui sont négociés avec le seigneur, et vous avez le droit paysan d'un côté et le droit féodal de l'autre. Hein, ce sont choses séparées. Il y a le droit paysan et le droit des seigneurs. Et on discute sur comment on va réorganiser la seigneurie. Et la seigneur qui avait essayé jusque-là d'être un grand exploitant agricole, comme l'étaient les Romains avec leur latifondia, ne va plus pouvoir l'être dans les endroits où la pression paysanne, et en particulier dans toute la Gaule, au sens le plus large possible, qui dépasse la France, hein, dans toute la Gaule, parce que, pourquoi, je ne sais pas, on ne sait pas, on est incapable de répondre à cette question, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et là, c'est vraiment des impositions qui sont très fortes. Et en tout cas, ce que les paysans ont obtenu, c'est d'avoir le contrôle de la production agricole, ce qui est fondamental. Hein. Quand vous avez des économistes aujourd'hui, modernes, etc., qui vous disent qu'il n'y a pas d'économie avant le capitalisme, ah bon, on est quand même un peu surpris. Et que les paysans aient fait de sorte qu'il n'y ait plus de grande exploitation agricole qui surexploite la main-d'œuvre, ça aussi c'est une prouesse. Et vous avez ça dans tout le domaine ouest européen, et plus particulièrement donc dans cette Gaule paysanne. Bien, alors, en plus, il y a ça, et puis il y a la redistribution des terres avec des taux de rente extrêmement bas. Je ne rentre pas dans les détails. Et puis aussi, et surtout, l'organisation, le droit de s'organiser avec leurs libertés et franchises en assemblée générale de communes ou de corps de métier ou comme vous voudrez, une assemblée politique qui organise la vie locale. Hein. Vous avez un niveau politique qui est évident ici. Et franchise, ça veut dire droit de vote, en anglais encore aujourd'hui. Et c'est très intéressant de le voir. Et le droit de vote est-il réservé à quelqu'un de particulier? Non, c'est un droit de vote pour tous les habitants. Les habitants et les habitantes. Les habitants de tous les sexes. Et la décision politique est très importante. Et puis, c'est au XIIe siècle, à l'université de Bologne, que quelque chose va se produire avec le droit naturel. Alors, c'est autour de Gratien. Il n'est pas tout seul, mais il y a le décret de Gratien, comme on l'appelle, qui a été un travail certainement collectif, mais enfin, bon, bref, c'est Gratien qui a mis son nom là-dessus, et qui a repris le droit naturel. Il a travaillé sur le Code justinien, il ne pouvait pas travailler sur autre chose, et c'est Brian Tierney, qui est un historien du Moyen-Âge, qui a publié cela en anglais, où il vit aux États-Unis, réfugié aux États-Unis. Enfin, je pense qu'il est toujours réfugié aux États-Unis, parce que oui, il a la paix, on ne vient pas l'embêter avec ces débats sur la question du droit naturel au Moyen-Âge, parce qu'aux États-Unis, on pense à autre chose qu'au Moyen-Âge. Hein, donc il a la paix. Parce qu'il y a des débats terribles, hein, et c'en est un. Et il a publié en 1997, mais il a publié beaucoup de livres, mais en particulier en 1997, The Idea of Natural Rights. L'idée de droit naturel. Alors, Gratien est parti de cette contradiction que j'ai soulignée tout à l'heure dans le droit romain, tel qu'on en dispose, entre le droit naturel et le droit des gens. Et puis, en constatant cette chose-là, il veut mettre de la cohérence dans cette histoire du droit. Et il va faire un effort particulier pour rendre les choses organisées de façon cohérente. Et il va distinguer, et il insiste beaucoup dessus, et tous les penseurs, tous les philosophes du droit naturel après lui vont reprendre cette présentation du droit. Il dit qu'il existe 3 formes de droit, mais c'est vraiment intéressant, vous allez voir. Il y a le droit divin, qui est celui de l'Église. Celui de l'Église, institution, hein, bien sûr, le divin étant ceux qui occupent l'Église. Le droit humain, qui est le droit positif des sociétés politiques telles qu'elles se présentent à ce moment-là, et le droit naturel, qui ouvre sur un courant de pensée critique et qui est fondé sur la recherche de la justice et qui échappe à la religion. C'est tout à fait intéressant. C'est tout à fait intéressant, c'est remarquable même. Puisqu'on nous parle du Moyen-Âge,
en nous accablant de l'Église. Il y a des clercs partout, des évêques partout, il y a un monastère et pouf, on comprend qu'il soit civilisé. Enfin bon, des absurdités qui sont pénibles. Bien, alors, il y a beaucoup d'historiens du Moyen-Âge qui connaissent ce genre de choses, et il y a un tas de travaux tout à fait intéressants, mais la vulgarisation de la chose n'est pas encore faite, hein. C'est bien dommage. Alors ici, nous avons vraiment un courant de pensée qui est en dehors du droit positif, qui est un courant de philosophie de pensée ouverte, hein, ouverte. Alors, Gratien va définir le droit naturel, évidemment, bien sûr, et il va reprendre le Code justinien, bien sûr. Et il le définit comme un pouvoir, comme une faculté humaine qui appartient à tout être humain, et comme une liberté. Trois choses. Hein, exercée selon la raison humaine, ce qui permet de concevoir l'organisation de la vie sociale et politique comme un bien commun dans lequel chaque individu peut en débattre et à sa place. Et surtout, il peut non seulement en débattre, mais donner son consentement. Et ça, c'est un point central dans la théorie politique du droit naturel. Donner son consentement. On le retrouve chez John Locke, et bien évidemment, hein, mais on le retrouve chez tout le monde, chez tous les théoriciens du droit naturel. Et Gratien l'a déjà rappelé. Gratien ne fait pas entrer la propriété privée des biens matériels dans le droit naturel, à juste titre, car le droit naturel ne concerne que ce qui est le propre de l'humanité, ce qui appartient véritablement, ce qui définit la nature humaine, car nous avons ici un effort pour penser la nature humaine. Et il va insister beaucoup sur la façon dont le droit naturel doit être présenté comme réciproque, comme un droit qui appartient à tous les individus de l'espèce humaine, sur le côté universel de la chose, et c'est tout à fait intéressant. Bien. Alors, le droit de propriété relève, comme dans le droit romain d'ailleurs, hein, je n'ai pas eu le temps de vous le dire précédemment, mais la chose est là. Le droit de propriété n'a rien de naturel, bien sûr, et il relève de la décision politique. Évidemment, tout dépend du système politique de prise de décision qui est mis en place. Soit vous avez une aristocratie, soit vous avez une démocratie. Or, ce dont je vous parle depuis le début, c'est évidemment d'un mouvement démocratique, mais de démocratie autour d'une assemblée générale de la commune avec tous les habitants qui viennent débattre, et les habitantes de tous les sexes, je vous ai dit tout à l'heure, et qui viennent débattre et discuter et prendre des décisions et donner leur consentement ou leur non-consentement. Hein. Alors, à partir de Gratien, l'université de Bologne est devenue une université à la mode du monde ouest européen, et les étudiants sont venus en grand nombre, et il y a eu des grands débats qui se sont développés sur le droit de propriété, sur les projets de constitution des sociétés politiques, des sociétés religieuses même, etc. Avec la justification du tyrannicide également. Et voilà. Je voudrais maintenant vous parler de l'entrée en scène de la royauté dans l'histoire du droit naturel. C'est au XIVe siècle que la monarchie va s'intéresser vraiment à la chose, c'est-à-dire à la fin du mouvement qui s'est développé avec ces chartes de communes, hein, avec tous ces mouvements de chartes de communes, des constitutions locales, etc. Et la monarchie, qui était jusque-là essentiellement une monarchie militaire, a commencé à se dire, à comprendre qu'elle avait la possibilité d'inventer un pouvoir d'une nature complètement nouvelle. Et elle l'a fait. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé, c'est Marc Bloch encore qui, bien sûr, le raconte, elle a proposé, à la fin du processus de ces constitutions, des petites chartes, elle a proposé que sa justice devienne la justice d'appel entre les différents corps qui existent maintenant dans la société.
Et la monarchie se taille un pouvoir extraordinaire en proposant d'être la justice d'appel. Alors, qui va exercer la justice, c'est évidemment un problème fondamental, et le roi se propose d'être toujours la justice d'appel. Il est l'arbitre, donc il va arbitrer entre les différents groupes sociaux. Hein. Et c'est vrai qu'il va arbitrer ensuite parce qu'il a compris quelque chose de très important ici. Hein. Bien. Deuxièmement, il propose l'organisation dans le royaume de France, mais pas seulement, en Angleterre, en Espagne, partout, la formation des États généraux. Alors ça porte des noms différents dans les différentes sociétés. Hein. Les États généraux, qu'est-ce que c'est ? C'est le conseil élargi du roi. Le roi doit toujours gouverner avec un conseil. Voilà, c'est un conseil élargi à tous ces sujets. Et pour les grands problèmes, les grandes questions à traiter, comme la guerre, les impôts, qui étaient extraordinaires, les grands débats qui vont venir sur les guerres de religion, etc., le roi convoque les États généraux. Et les États généraux, c'est l'arrivée des commis de confiance, car le système de l'élection du mandataire est celui hérité des Romains, mais mis autrement, puisque les Romains n'ont jamais pratiqué la démocratie, comme vous le savez, mais pratiqué tout à fait autrement, et ce sont des mandataires qui sont chargés d'une mission. Ce sont des chargés de mission qui sont payés par les électeurs et contrôlés par les électeurs. Et ces commis de confiance vont aller aux États généraux mandatés, et s'ils ne respectent pas leur mandat, ben ils sont renvoyés et changés. Et ça, c'est une excellente réflexion à avoir et à approfondir pour réformer le mode d'élection que nous avons dans une société qui est loin d'être démocratique. Et enfin, le roi, donc, en proposant sa justice, avait accepté de reconnaître l'existence de toutes les formes de droits diverses et variées qui existaient. Il y en a autant que de feuilles de papier, je reviens plus, que de feuilles de papier qu'il y a sur un étal. En ce moment, hein, il y en a plein. Et il s'engage à les respecter. Et puis peu à peu, le pouvoir royal va se modifier avec les périodes postérieures. Mais pour l'instant, on en est là. Hein. Alors maintenant, je voudrais vous montrer comment le roi de France parle. Avec les citations numéro 3, lettre du nouveau roi de France, Philippe IV, confirmant la franchise accordée par Louis X à Isabelle de Chazelles en 1315. C'est au XIVe siècle que ça commence et que le roi va avoir un rôle dans la reconnaissance des affranchissements, enfin du servage, hein, du servage ici, que les seigneurs ont accepté avec certaines personnes, avec des individus ou avec des communautés. Là, ce sont des exemples sur lesquels Marc Bloch a travaillé beaucoup, puisqu'il a fait sa thèse de jeune historien sur rois et serfs, où il a travaillé sur cette question, puis il rencontre le droit naturel. Alors il ne sait pas ce que c'est, il ne comprend pas très bien, il dit des choses tout à fait surprenantes là-dessus, mais peu importe, il a quand même compris le fond de l'affaire de l'attitude de la monarchie. Écoutez un peu le langage du roi, parce que c'est intéressant. Comme selon le droit de nature, chacun doit naître franc, et par aucun usage ou coutume qui de grande ancienneté ont été accrédités et gardés jusqu'ici en notre royaume, et par aventure par le méfait de leurs prédécesseurs, moult de personnes de notre commun peuple soient échues en lien de servitude et de diverses conditions qui moult nous déplaît, nous considérons que notre royaume est dit et nommé le royaume des Francs, et voulant que la chose en vérité soit amendée de nous en la venue de notre nouveau gouvernement, par la délibération de notre grand conseil, nous avons ordonné et ordonnons que généralement par tout notre royaume, telle servitude soit ramenée à franchise. La langue est intéressante, c'est franc qui est utilisé pour parler de liberté, franchise, etc. Et il présente, alors ici Marc Bloch discute beaucoup ce texte en comprenant que nous avons une formulation extrêmement générale, universalisante. En réalité, c'est Isabelle de Chazelles qui est concernée par la chose. Mais l'expression est universalisée, hein, et c'est important, bien sûr. Alors ça, c'est un autre préambule qu'il donne en exemple, Marc Bloch, et qui est dans la version Gratien. Alors je vous la lis parce qu'elle est amusante.
C'est toujours la même histoire d'ailleurs, mais précédent, enfin qui a été non, ça n'a rien à voir, pardon, excusez-moi. Préambule d'acte de manumission de Philippe le Bel en faveur de Pierre Swabert en 1309. C'est accomplir, alors je dis que c'est la version Gratien, je vais voir pourquoi, c'est accomplir un acte salutaire que de rendre par le bienfait de la manumission à leur liberté natale ce que la nature fit originellement libre et que le droit des gens soumis au joug de la servitude. Pourquoi c'est du Gratien ici? Parce que la contradiction entre le droit naturel romain et le droit des gens romains et saute aux yeux. Boum. Voilà. Alors, Gratien il voulait instruire les gens sur cette contradiction et leur faire comprendre qu'il fallait rectifier le tir et rendre la cohérence à la chose. J'ai trouvé ça très intéressant. Marc Bloch ne l'avait pas vu parce qu'il n'avait pas lu Tierney, etc. Bon, bref. Mais je trouve ça intéressant. Voilà où nous en sommes. Et maintenant, je voudrais vous montrer comment, au XVIe siècle, Jean Bodin, qui est grand théoricien de la monarchie ou de la République, il appelle son livre « Les 6 livres de la République ». Voilà, nous sommes en plein dans une conception compliquée des choses. Hein. On ne peut pas simplifier. Jean Bodin est le théoricien du XVIe siècle de la monarchie en France, mais voilà ce qu'il nous dit. Et il connaît bien son histoire du droit naturel et du bonnet rouge des affranchis, etc. C'est tout à fait intéressant. Alors je vous signale que ça ne se trouve pas dans les textes choisis. Il faut toujours que je méfie des textes choisis. Vraiment, c'est pas possible. Les textes choisis qui existent en Garnier-Flammarion à un prix modique, accessible à tout le monde, donc. Hein, eh ben, il n'y a pas le chapitre intéressant. Il faut le faire quand même, non? Il faut le faire. Hein. Et Marc Bloch, je le dis quand même, les caractères originaux de l'histoire rurale française, qui est un bouquin quand même fondamental, il n'a pas été en livre de poche avant récemment. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Alors que vous avez le droit de lire Carl Schmitt en livre de poche, vous avez le droit de lire des tas de trucs pas possibles, mais ça, non. Hein, c'est inquiétant quand même. Bref, je ferme la parenthèse et je retourne à Jean Bodin. Alors Jean Bodin insiste sur ce que je vous ai dit depuis le début, c'est-à-dire que l'Empire romain, quand il s'effondre, se trouve concerné par ce qu'on appelait l'esclavage civil et politique. Et politique. Les deux. Pas un seul. Et voilà ce qu'il me dit à ce sujet sur les deux formes de tyrannie. L'esclavage personnel et l'esclavage politique, général, collectif. Porter bonnet, qui était l'ancienne marque de l'esclave nouvellement affranchi pour cacher sa tête pelée jusque à ce que les cheveux lui fussent revenus, qui donna occasion à Brutus, après avoir tué César, de faire battre la monnaie au bonnet, comme ayant affranchi le peuple romain, après avoir assassiné César. C'est intéressant, hein, le bonnet aux Romains. Ouf, voilà une bulle de liberté qui apparaît, et c'est comme ça que Jean Bodin en a le souvenir historique. Et après la mort de Néron, le menu peuple allait par les rues portant bonnet en tête, en signe de liberté également. Donc il y a des tas de choses que nous avons perdues de vue. Et je me permets de... Oui, j'ai souligné que le chapitre de Bodin s'intitule « De la puissance seigneuriale ou s'il faut souffrir les esclaves dans la République bien ordonnée ». C'est un joli thème au XVIe siècle. Hein, de la puissance seigneuriale ou s'il faut souffrir les esclaves dans la République bien ordonnée. Voilà. Et puis Bodin cite encore un arrêt du Parlement... Le livre de Bodin, il date de 1576, ou 78, pardon. 78. 76-78 d'ailleurs. Et il cite un arrêt du Parlement de Toulouse de 1558 pour rappeler ce principe constituant de la monarchie, la servitude qui n'a point lieu en tout ce royaume, de sorte que l'esclave d'un étranger est franc et libre sitôt qu'il met le pied en France, comme il fut jugé par un ancien arrêt de la Cour. Et c'est ce rappel de cette mise au clair du droit naturel à partir du XIVe siècle, entre le XIIe et le XIVe siècle, qui s'est répandu dans les chartes et en particulier dans la constitution de la monarchie,
car il y a effectivement une constitution de la monarchie. C'est tout à fait intéressant. Hein. Jean Bodin le rappelle, le souligne, il dit qu'il y a bien une constitution de la monarchie. Mais nous l'avons perdu et nos livres d'histoire ne nous en parlent plus. Voilà. Donc, l'esclavage a une signification double. Et puis, je vous rappelle aussi rapidement, parce que c'est assez intéressant dans son genre, le servage dont je vous ai parlé au Moyen-Âge, il a été exprimé avec un mot des langues nouvelles, servage, qui est distinct de l'esclavage. Mais dans les textes en général, on montre le lien qu'il y a très fort entre servage et esclavage. Alors que ce sont des choses bien sûr différentes. Et Voltaire va reprendre ça, par exemple, au XVIIIe siècle, il y a beaucoup d'auteurs qui reprennent l'utilisation du même mot pour désigner deux systèmes d'exploitation de l'homme par l'homme, des systèmes d'oppression qui sont rejetés. Hein. Et il y a des historiens un peu étranges qui disent, vous voyez, enfin quoi, ils ne savent même pas faire la distinction entre l'esclavage et le servage, ils sont quand même nuls, c'est lamentable. Mais pas du tout. Ils font le rapprochement parce que pour eux, c'est quelque chose qui est aussi insupportable l'un que l'autre. Hein. Bon, voilà. Donc je le signale parce que c'est important, ça fait partie de tous ces préjugés qui envahissent nos livres d'histoire. Enfin, nos livres d'histoire. Pas les livres des grands historiens, mais d'autres choses. Bon, voilà. Alors, nous retournons avec la conquête du Nouveau Monde. 1492, Christophe Colomb découvre les Antilles, puis, derrière, le Nouveau Monde. Surprise. Il pensait arriver ailleurs, en Chine, mais c'est là qu'il arrive. Tiens. Il va ramener, dans ces deux premiers voyages, des esclaves indiens en cadeau à Isabelle la Catholique, la reine d'Espagne, qu'il a envoyée là-bas, avec le titre de Grand Amiral. Isabelle la Catholique va lui répondre, et vous avez là une manifestation tout à fait intéressante, hein, dans les années 1494-95, tout à fait intéressante de ce que je viens de vous raconter sur les monarchies, qui ont pris le parti de défendre leur peuple, leur sujet contre tout rétablissement de l'esclavage et du servage. Isabelle la Catholique lui répond, mais vous n'êtes pas bien, vous? Enfin, elle n'a pas dit ça comme ça, je ne sais pas comment elle l'a dit, mais enfin, elle a dit quelque chose d'approchant pour lui dire que, mais pas du tout, je ne veux pas d'esclaves, vous allez reconduire ces malheureux Indiens en Amérique, excusez-moi, dans le Nouveau Monde, on l'appelle le Nouveau Monde, et vous leur rendrez la liberté. Je ne veux pas d'esclaves. Bon, Colomb récidive, et à ce moment-là, en 95, Isabelle la Catholique lui en retire, le destitue de sa fonction de grand amiral. C'est intéressant, hein, c'est très intéressant. Ouais, très bien. Parce qu'elle a cette conscience que je viens d'indiquer. Donc c'est pas, comme le disent souvent certains historiens, bruit de préjugés, c'est pas de la rhétorique. J'aime beaucoup ces expressions-là. C'est de la rhétorique. Même Marc Bloch parle de rhétorique à propos du droit naturel, parce qu'il ne sait pas très bien ce que c'est, bien qu'il ait bien compris plein de choses. Hein. C'est intéressant aussi de voir ça, mais bon, c'est comme ça. C'est intéressant. Donc il ne faut pas s'en moquer, il faut s'en servir de ces erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. Moi aussi, je fais des erreurs. Alors, voilà. Mais on peut quand même avancer, ce qui est rassurant. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle Christophe Colomb a été destitué, été puni, et puis c'est la raison pour laquelle l'Amérique ne s'appelle pas Colombie. Elle ne s'appelle pas Colombie, on a préféré non point un esclavagiste, parce que c'était de mauvais augure, mais chercher Amerigo Vespucci, ça ne mange pas de pain, c'est bien, il voyage, il se balade, il se déplace, il n'est pas méchant, tout va bien. C'est important ça aussi. Alors, donc, ensuite, les crimes commis par la conquête, la colonisation, les massacres, l'extermination des Indiens, des choses horribles qui se sont produites, ont provoqué un mouvement très puissant parmi les découvreurs espagnols et portugais de cette période-là. Et il y a eu un mouvement vraiment, mais largement dominant, jusqu'à vers la moitié du XVIe siècle, jusque vers 1550, un mouvement largement dominant pour dénoncer ce que Las Casas a appelé les crimes
de la barbarie européenne, très intéressant comme formulation. Ce n'est pas les Indiens qui sont des barbares, ce sont les Européens qui viennent les massacrer, les voler, les dépouiller, etc., leur voler leurs terres et les réduire en esclavage, qui sont des barbares. Vous avez un retournement ici qui est typique de la pensée du droit naturel. Elle est vraiment puissante, puissante. Las Casas va mettre du temps avant de comprendre ce qui se passe. Il va mettre une dizaine d'années avant de le comprendre. Et puis, tout d'un coup, il va prendre sa décision et il va retourner en Espagne pour persuader le roi d'Espagne que ça ne va pas du tout ce qui se passe là-bas, qu'il faut arrêter toutes ces choses. Pour continuer la politique d'Isabelle la catholique, quoi. Pour dire les choses simplement. Et Las Casas va être le défenseur des droits, des droits naturels des Indiens et ensuite des captifs africains qui vont apparaître peu à peu en très petit nombre, et puis ça va s'accélérer et Las Casas découvre la chose. Il met un certain temps avant de comprendre comment ça se passe. Il n'est pas dans la tête des colons colonialistes, il est dans sa propre tête, donc il met du temps. Et c'est important de voir tout ça. Et il va ensuite obtenir de Charles Quint en 1542 une législation formidable. C'est la première abolition de l'esclavage dans le Nouveau Monde, quand même un événement considérable. Hein. C'est pas n'importe quoi. 1542, Las Casas obtient de Charles Quint la suppression de l'encomienda qui était utilisée par les colons esclavagistes pour déformer d'ailleurs, etc. Mais enfin, peu importe, voilà, qui était utilisée pour mettre les Indiens en esclavage. Je ne rentre pas dans le détail, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Voilà, qui est tout à fait intéressant. Et c'est à partir de ce moment-là que le tournant, la bascule va se faire, parce que lorsque Las Casas et d'autres viennent appliquer cette législation, ils vont se faire recevoir à coups de mitrailleuse, j'allais dire, mais il n'y en avait pas, heureusement. Mais enfin bref, à coups de pied, etc., et d'assassinats politiques qui commencent, bien sûr, pour se débarrasser de tous ces gens dangereux que sont les défenseurs du droit naturel. Et Las Casas a compris qu'il avait gagné en Espagne, mais perdu là-bas en Amérique, et l'esclavage va devenir donc la norme de la colonisation. La controverse de Valladolid va opposer Sepúlveda, le champion de l'impérialisme, à Las Casas, le champion du droit naturel, de liberté, du genre humain tout entier. Ce sont des moments extrêmement forts, bien sûr, très importants, et qui, je me permets de le dire de cette manière-là, parce que je voudrais que vous compreniez que dès le début de la découverte du Nouveau Monde, il y a eu un mouvement très puissant de critique du système impérialiste, du colonialisme, dans des termes qui n'ont pas tellement changé par rapport à la situation actuelle, à aujourd'hui. Hein. La façon dont Sepúlveda justifie l'impérialisme, ma foi, c'est toujours la même. Hein. C'est-à-dire, nous avons affaire à des barbares, nous avons affaire à des inférieurs, nous allons les civiliser, il faut attendre un petit peu qu'ils se civilisent pour qu'ils puissent s'améliorer, etc., etc. Vous avez toujours les mêmes thématiques qui sont là, et c'est un devoir pour les civilisés que de civiliser les non-civilisés. Ça ne brille pas par... enfin bref, j'arrête les commentaires. Et Vitoria, qui est un ami de Las Casas, enfin qui est proche de Las Casas, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds en Amérique, enfin en Amérique, dans le Nouveau Monde, va théoriser le nouveau droit des gens, c'est-à-dire va compléter ce que Gratien avait déjà commencé en mettant en contradiction le droit naturel romain et le droit des gens romains, et il va le théoriser à cause de ce qui se passe dans le Nouveau Monde. Et il va écrire plusieurs textes très intéressants où il va développer une argumentation extrêmement raffinée pour justifier les droits de possession des Indiens. Alors, ce qui est intéressant ici, j'insiste parce qu'en général, on ne veut pas tenir compte du fait suivant. Las Casas, Vitoria, etc., et tous les gens qui sont favorables à la défense des droits des Indiens, ils traitent les Indiens comme eux-mêmes ils pourraient se traiter, c'est-à-dire en personnes qui ont des droits de propriété, de territoire, etc. Et ils utilisent leur vocabulaire à eux pour parler des royaumes, des façons dont ils
sont propriétaires de terrains, de territoires, etc. Hein. Donc c'est intéressant parce que c'est une façon, peut-être simpliste, c'est possible, ce ne sont peut-être pas des anthropologues, des ethnologues distingués, encore que, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un respect pour le système politique de ces Indiens, de ces sociétés indiennes, qui sont diverses et variées aussi, hein. Il y a de tout. Bon, donc c'est tout à fait intéressant de voir le détail du vocabulaire de Vittoria. Rapidement, 1546. Revenons donc à notre question. Pour procéder avec ordre, nous nous demanderons d'abord si avant l'arrivée des Espagnols, ces barbares avaient un pouvoir véritable tant public que privé. Autrement dit, étaient-ils les propriétaires véritables de leurs biens et de leurs possessions privées? Et d'autre part, y avait-il chez eux des princes et des chefs véritables pour commander aux autres? Et il conclut, c'est un développement très important. Désormais, une conclusion certaine est donc acquise. Avant l'arrivée des Espagnols, les Indiens avaient un pouvoir véritable, tant public que privé, que les conquérants n'ont pas le droit de détruire. Il s'ensuit avec évidence qu'il n'est pas permis d'enlever aux Sarrasins, aux Juifs ou aux autres infidèles des biens qu'ils possèdent, sous prétexte qu'ils sont infidèles. Mais c'est un vol ou une rapine, non moins que s'il s'agissait de chrétiens. Voilà, donc Vittoria a remis l'idée de Gratien, a remis en cohérence le droit des gens avec le droit naturel, et ses travaux ont fait de lui le père du droit cosmopolitique anti-impérialiste. C'est assez intéressant. Alors j'ai une citation de Las Casas. « Et je sais de manière juste et infaillible que les Indiens ont toujours livré aux chrétiens une guerre très juste, tandis que les chrétiens n'ont jamais livré une seule guerre juste contre les Indiens. Leurs guerres ont été au contraire toutes diaboliques et extrêmement injustes, plus que celles d'aucun tyran au monde. J'affirme la même chose à propos de toutes les guerres qui ont été menées dans toutes les Indes. Et puis, puisque ces actes sont iniques, tyranniques et condamnés par toute loi naturelle, divine et humaine, détestés et maudits, j'ai décidé, pour ne pas être coupable, en me taisant, des pertes d'âmes et de corps innombrables causées par les tyrans, d'en imprimer quelques-uns que j'ai rassemblés parmi les innombrables, dont je pourrais parler en vérité, afin que votre Altesse puisse les lire avec le plus de facilité. » Voilà, c'est son engagement personnel. Vous voyez, il s'engage du côté des Indiens. Et enfin, cette dernière citation, « Il serait plus avantageux pour le roi de perdre au temporel tout ce qu'il possède aux Indes. » Donc, périssent les colonies plutôt qu'un principe, qui est déjà annoncé là, et qui est assez remarquable. Bon, je continue. XVIIe siècle, l'empire colonial du roi de France viole à nouveau le droit naturel de naître et demeurer libre dans les colonies esclavagistes. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que cette nouvelle violation va être faite en termes gênés. Hein? Louis XIV, Colbert, mais c'est Louis XIV qui c'est, il est gêné. Il est gêné parce qu'il a une constitution qui dit l'inverse précédemment. Et c'est tout à fait intéressant. Vous allez voir le débat qui va s'en suivre. Alors, l'Empire colonial français, je rappelle au pas de course, s'est construit très tardivement, comme celui de l'Angleterre d'ailleurs, au XVIIe siècle. Et le roi de France n'avait pas calculé son coût, c'était les colons qui l'avaient décidé à sa place, et qui lui avaient dit que c'était bien d'avoir des Antilles. Il faut des Antilles. Les Antilles, pourquoi? Parce que c'est une prison pour les plantations sucrières esclavagistes, et c'est rudement mieux que sur le continent, parce que les esclaves peuvent toujours fuir. Alors, bon, tandis que dans les Antilles, c'est pour ça qu'il y a une guerre acharnée pour que chacun ait ses petites Antilles, les grandes Antilles. Alors, voilà comment, dans l'édit de 1685, Colbert, père, puis fils, parce que son fils, vraiment en 83, l'édit date de 85, et c'est son fils qui a terminé la chose. Alors on peut toujours dire l'édit de Colbert, mais c'est père et fils, quoi. Hein. Bon, voilà. Voilà comment il a formulé les choses. Article 44, citation 7. Déclarant les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté. L'affranchissement par le maître tient lieu de l'aide de naturalité. Je rappelle ça seulement pour dire que les esclaves sont des choses. Hein.
Article 59. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres. Voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leur personne que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets. Alors, il y a deux statuts dans les colonies du roi de France, les libres et les esclaves, ou non libres. Dans les termes de droit, on dit non libre. Les libres et des non libres, donc. À la différence de Rome, où il y en avait 3, où les affranchis ne sont pas des ingénus, ils ne peuvent pas l'être, ils ne peuvent jamais l'être. Parce que c'est comme ça. Donc ils sont libérés, affranchis sous conditions, sous certaines conditions qui font qu'ils ne seront jamais libres. Hein. Et c'est ça que signifie l'émancipation. C'est pour ça que je vous recommande de ne point utiliser le terme à la mode en ce moment, qui met dans la bouche de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite et de l'extrême droite et je ne sais pas quoi, le mot émancipation quand ils veulent parler de libération. Mais quelle horreur! Mais c'est pas possible! C'est une liberté sous condition. C'est celle des libertins, des affranchis. Alors il faudrait peut-être quand même commencer à se cultiver un minimum, hein. Franchement, c'est insensé. Alors voilà, comme ça traîne dans tous les bouquins, tous les journaux, etc., et dans toutes les manifestations, c'est de l'émancipation par-ci, de l'émancipation par-là. Eh ben moi, jamais je voudrais être émancipé. Non, mais je ne suis pas esclave, d'abord, pour commencer. Et non. C'est incroyable. Bon, voilà. Donc, nous avons un petit bémol du roi de France, de Colbert, pour ne pas mettre les trois statuts différenciés. Hein. Bon, les affranchis, ils seront libres comme les ingénus. Oh, ça, c'est un grand pas en avant de la part de la monarchie qui est encore empreinte de certains vestiges du droit naturel. Et puis, il y a encore une autre chose, c'est l'indifférence à la couleur. L'indifférence à la couleur qui est, effectivement, le texte de 1685 n'est absolument pas en couleur. Il parle de maître et d'esclave, ou de nègre. Mais nègre veut dire esclave à l'époque. Il ne veut pas dire noir. Attention. Donc on ne parle pas en couleur. Et il y a une indifférence à la couleur qui est tout à fait flagrante puisque les colons riches, nobles, épousaient des femmes africaines. Et qu'ils ont eu une descendance immédiatement quand ils ont été dans les colonies, surtout à Saint-Domingue, ils ont eu une descendance métissée, ingénue et riche. Héritière, qui en plus, je me permets de vous le signaler, parce que c'est tout à fait intéressant, hein, c'est tout à fait intéressant, qui a eu beaucoup de succès, parce qu'ils étaient beaux, bah oui, c'est vrai, ils sont beaux, oh, bah ouais. Et ils ont eu beaucoup de succès en venant en France, beaux et riches, oh, voilà, et ils se sont épousés, mariés, tout ça, dans la classe dominante du royaume de France. Et tout ceci est largement attesté par toute l'histoire coloniale, jusqu'à ce qu'en 1750, il y ait une concurrence qui s'établisse avec des colons nouveaux qui, n'ayant plus de terre à sucre, à Saint-Domingue en particulier, ont commencé à vouloir discriminer. Qui donc? Les esclaves? Bien sûr que non. Ils sont esclaves déjà, ça leur suffit. Mais la partie libre et métissée de la classe des colons. Alors on a vu des colons nobles à qui tout d'un coup on disait « Ah, ben on dîne plus avec vous parce que vous n'êtes pas blanc. » « Ah bon? Et vous êtes blanc ?» répondait l'incriminé. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Incroyable, des trucs extraordinaires. Hein. J'ai écrit un livre là-dessus, l'aristocratie de l'épiderme, sur le sujet. Je n'ai eu aucun succès, figurez-vous. C'est pourquoi? Parce que ça ne se fait pas de dire ça. Ça ne se fait pas. Hein. On n'a pas le droit de dire que la classe dominante française était métissée, surtout quand elle est riche. Comme génial, non? C'est pas beau? Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé. En même temps, j'ai beaucoup appris. Quand je dis aimer, c'est évidemment avec une certaine dose d'humour. Mais enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Et je me suis fait agonir d'injures par un historien des États-Unis qui m'a dit que je ne comprenais rien à l'histoire parce que je n'utilisais pas la clé raciste. Je le laisse rêver. Bref. Non, c'est amusant. Très amusant de faire de l'histoire.
Voilà, donc l'édit de 1685 est indifférent à la couleur. Mais la nature du pouvoir d'arbitrage du roi réapparaît dans l'édit de 1685. Et de quelle manière? Eh bien, le roi va... il le dit dans l'article 26, je lis. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par ses présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leur mémoire entre ses mains. Je ne sais pas si vous avez bien lu ce que vous venez de lire. Des esclaves peuvent se plaindre auprès du procureur du roi de mauvais traitements par leur maître, sur lesquels, et même d'office, si les avis lui viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais. Vous vous rendez compte? Des maîtres qui peuvent être punis. Ce que nous voulons être observés pour les crimes et pour les traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Alors le roi viole le droit naturel, il en est conscient, et il cherche à atténuer la chose, comme je viens de le signaler. Il est très gêné. Je vous passe je dis rapidement que l'édit de 1685 a été considéré, parce qu'il est écrit, comme un des textes les plus odieux qui existent à l'échelle mondiale, parce que vraiment, oser écrire, oser mettre sur le papier l'organisation d'un ordre esclavagiste, d'un ordre juridique esclavagiste, c'est vraiment l'horreur. Alors justement, on va éclairer ce préjugé parce qu'il mérite d'être éclairé. Et voilà ce que dit Adam Smith, en étant parfaitement au courant de tout ce débat. Il connaît bien le droit naturel, il connaît l'édit de 1685, il connaît la situation des colonies un siècle plus tard. Et voilà ce qu'il dit, Adam Smith, qui n'est pas aussi libéral, comme vous allez le découvrir, qu'on le dit. Il a bien compris le rôle de l'arbitrage du roi de France là-dedans. Et il est même pour, vous allez voir, je le cite, je n'ai pas mis la citation, écoutez-moi. Dans un pays où le gouvernement est en grande partie arbitraire, la France, où il est ordinaire que le magistrat intervienne dans le régime même des propriétés privées des individus et leur envoie peut-être une lettre de cachet s'ils ne se conduisent pas à cet égard selon son bon plaisir, il est bien plus aisé pour lui de donner à l'esclave quelque protection. Et naturellement, la simple humanité le dispose à le faire. Il en fait même une vérité historique, Adam Smith, et il conclut de la manière suivante. L'histoire de tous les temps viendra, je crois, à l'appui de cette vérité que le sort des esclaves est moins dur dans les gouvernements arbitraires, comme celui du roi de France, que dans les gouvernements libres, comme celui de l'Angleterre. Alors vous le trouverez dans, bien sûr, La richesse des nations, 4, 7, 2, et en Carnet Flammarion, tome 2, page 196. Alors Smith a mis le doigt sur le problème de fond. Le pouvoir public, par la loi, participe à l'instruction de tous les membres de la société en leur apprenant l'éthique qui préside aux choix politiques. Smith a bien compris l'édit de 1685, ça, il n'y a pas de doute. Il connaît tout ça par cœur. Et il reste pourtant dans cet état de contradiction, parce que lui aussi est dans le même état que le roi de France, un siècle après. Il est dans le même état, c'est-à-dire, ouais, c'est pas bien, mais bon, voilà. Dans cet état de contradiction provoqué par l'acceptation de l'impérialisme esclavagiste qui est là. Mais il nous permet de toucher du doigt ce qui fait le fond de ce qu'on a appelé le courant libéral au XIXe siècle. Il permet de toucher du doigt. Le terme libéral n'existe pas avant 1811. Ce libéralisme oppose au droit naturel de l'humanité le principe éthique d'un droit de propriété exclusif sans aucune ingérence des pouvoirs publics. Et Smith l'a très bien décrit. Formidable. Alors, nouvelle lutte pour établir le droit naturel universel, la Révolution française, alliée à celle de Saint-Domingue, entre 1789 et 1794 pour la France, et à partir de 1804 pour Haïti. Alors, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 énonce, dans son article 1er, ce dont je vous ai déjà parlé depuis Gratien, c'est-à-dire « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Gratien l'avait déjà formulé. Pas de la même manière, mais il l'a
explicité. Et puis, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Alors, imprescriptible, évidemment, c'est très important, puisque précisément les Romains n'ont pas respecté la prescriptibilité. Et c'est évidemment une conception du droit constitutionnel qui est fondamentale. Est-ce que les principes éthiques de la Déclaration des droits peuvent limiter l'exercice du pouvoir législatif? Voilà, c'est ça le problème. C'est très important, bien évidemment. Mais il y a eu immédiatement une offensive de tous azimuts contre. C'est simple, c'est simple. Contre les droits naturels imprescriptibles, hein, bien évidemment. D'abord, il y a une contradiction dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puisqu'on y met le droit de propriété des biens matériels, qui, comme je l'ai dit, ne doit pas faire partie du droit naturel, puisque c'est tout à fait autre chose. Hein. Bon, voilà. Et ça venait des physiocrates, des économistes physiocrates, puis Turgotin, donc, qui étaient partisans d'un droit de propriété exclusif, comme ce que je viens de dire sur Adam Smith. Je pense que les choses sont assez claires. D'ailleurs, cette contradiction a explosé à partir de 1792, la contradiction sur le droit de propriété et droit naturel a explosé à partir de 1792 avec le mouvement populaire qui réclame le droit à l'existence et aux subsistances parmi ces droits naturels imprescriptibles qui doivent ordonner les limites à l'exercice du droit de propriété. Alors, d'autres offensives contre l'idée des droits imprescriptibles se sont exprimées. Ça a été Moreau de Saint-Méry en 1789, surtout sur la question coloniale, bien évidemment, qui traite Grégoire, qui défend les droits des libres de couleur et des esclaves, en traitant ses écrits d'écrits incendiaires, qui le traite de petit gauchiste, comme on le traiterait aujourd'hui, hein, qui inspire donc la terreur. Et il ajoute, Moreau de Saint-Méry, cette phrase quand même formidable: le cri de l'humanité, c'est le cri de l'humanité qui va causer la terreur. Il l'exprime ainsi. C'est quand même formidable. Alors, il y a une lettre aussi des députés des colons de Saint-Domingue qui rapproche terreur et droits de l'homme, qui fait un rapprochement entre terreur et droits de l'homme, et assez très très tôt, en janvier 1790, je vous la cite, c'est la citation 10. Elle, notre circonspection, celle des colons esclavagistes de Saint-Domingue, est devenue une espèce de terreur lorsque nous avons vu la Déclaration des droits de l'homme poser pour base de la Constitution l'égalité absolue, l'identité de droit et la liberté de tous les individus. Alors vous avez ici ce rapprochement extraordinaire que vous verrez en développement. Par exemple, ici. Puis une offensive girondine aussi, qui se matérialise le 29 mai 1793 avec le vote subreptice, à un moment où la Convention était particulièrement vide, le vote d'une déclaration des droits de l'homme en société qui supprime les droits naturels imprescriptibles. Alors, ce qui a été supprimé dans le texte, bien sûr, c'est les droits du citoyen, bien évidemment, ainsi que le préambule qui explique la logique des droits naturels, à quoi ça sert, et puis le terme droit naturel et les termes droit naturel imprescriptibles. Ça fait beaucoup de disparitions. On va les voir réapparaître avec Thermidor, bien évidemment. La révolution des 31 mai de juin 1793 va rétablir une déclaration des droits naturels de l'homme et du citoyen, mais malheureusement, elle a toujours la même contradiction que celle de 1789, donc on n'a pas avancé sur cette question. Je ne vais pas plus loin que cela. Ceci dit, le gouvernement révolutionnaire a tenté de rectifier en quoi faisant, non pas en instaurant une dictature, et jamais dictature montagnarde, ça c'est une fantaisie, mais au contraire en faisant appliquer les lois révolutionnaires par les assemblées primaires communales dans lesquelles se trouve
se trouve le peuple. Et c'est le peuple qui va appliquer les grandes lois qui modifient la répartition de la propriété en France, c'est-à-dire les lois concernant le maximum, et bien sûr la loi de réforme agraire qui supprime la féodalité en France en distribuant les terres aux paysans qui y travaillent. La moitié des terres cultivées sont passées aux paysans qui y travaillent. Donc c'est quand même une sérieuse réforme agraire dont on ne parle plus aujourd'hui parce que c'est plus à mode, alors on ne parle plus, mais dont on a parlé à d'autres époques. Mais peut-être qu'on en reparlera un jour. Et puis la Constitution de 1793 a été complétée par le décret d'abolition de l'esclavage en 1794. Je passe. Et on en arrive au 5e tournant. Thermidor, terminus, nouveau renversement de la référence aux droits naturels imprescriptibles avec la Constitution de 1795 qui reprend la théorie politique qui avait déjà été formulée par les Girondins en mai 1793. Donc, nouveau titre, suppression du préambule, suppression des droits naturels imprescriptibles une fois de plus. Et l'introduction est réduite à « Le peuple français », citation 13, proclame en présence de l'être suprême. On se demande qui fait un procès à Robespierre pour avoir le cul de l'être suprême. On se demande. C'est la Constitution de 1795 l'affirme. C'est que c'était peut-être pas un péché aussi mortel que cela. Encore que Robespierre n'ait jamais écrit cela dans ses textes politiques. Il n'a jamais parlé de l'être suprême. Bon, ça, c'est encore des contradictions tout à fait amusantes. Le peuple français proclame en présence de l'être suprême la déclaration suivante des droits et des devoirs de l'homme et du citoyen. Droit, article 1er, droits de l'homme en société. En société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété. Et dans la Constitution, oui, si la Constitution, elle va établir une nouvelle forme d'aristocratie des riches en enlevant le droit de vote aux plus pauvres qui ne payent pas d'impôts. Et puis aux femmes également, mais à toutes les femmes cette fois-ci. Et les assemblées primaires communales ont véritablement disparu avec la répression qui a suivi Thermidor. Et c'est à ce moment-là que le mouvement populaire a véritablement été cassé. Alors, je vais terminer avec Jérémie Bentham, contre les droits naturels imprescriptibles. Bentham a été donc le grand théoricien de l'utilitarisme, mais qui a mis au point une justification politique très importante en Grande-Bretagne pour justifier la politique capitaliste impérialiste qui se met en place à ce moment-là, qui est un moment tout à fait décisif. Et Bentham a participé à la chose. Il a joué un rôle très important, un rôle politique très important de 1824 à 1832, sa mort. Il a écrit un texte absolument extraordinaire en 1795, qui est une descente en flèche, qu'on puisse dire, de tout le courant de pensée de la philosophie du droit naturel. Et c'est encore lui qui a réussi à remplacer les termes juridico-politiques venus du droit naturel pour des nouvelles références. Par exemple, le droit des gens, le droit cosmopolitique a été remplacé par le droit international que nous utilisons toujours de nos jours. Et il est important de savoir que c'est une terminologie revue, corrigée, certes, mais enfin, qui vient de Bentham, qui voulait détruire le droit cosmopolitique. Alors, Bentham défend l'idée qui me paraît intéressante, parce que j'ai essayé de la montrer sans arrêt dans tout ce que je vous ai raconté, défend l'idée qu'il faut absolument... lui, il défend l'idée contraire du droit naturel, que j'ai essayé de faire comprendre, qui est celle que le droit exprime une référence éthique et va donner une couleur éthique très précise à la politique qui peut être menée. C'est cette alliance qui est importante. Et Bentham, c'est pas qu'il récuse l'éthique, il en a une, l'utilitarisme, le capitalisme impérialiste, il en a une, mais c'est pas la même. Et il refuse les droits naturels parce que les droits naturels
sont imprescriptibles, se présentent comme imprescriptibles, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, il est contre, parce que ça limite l'exercice du pouvoir législatif. Bon, il est mis entre des bornes. Et Bentham, il ne veut pas cela du tout. Il ne veut pas non plus de démocratie, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il veut? Une aristocratie des riches autour de la monarchie anglaise. Hein, voilà. Il faut que tout le pouvoir soit concentré, sans porter des textes pleins de secrets comme le droit naturel, qui est une bombe qui ne cesse d'exploser, évidemment, bien sûr. Et il ne faut pas qu'il y ait ça. Alors ça, c'est dangereux, et donc il faut s'en débarrasser. Mais il faut que le pouvoir législatif soit véritablement solide et qu'il n'y ait pas de parasitage avec des idées complètement insensées, qu'il estime complètement insensées et qui sont extrêmement dangereuses. Il veut un pouvoir tyrannique, despotique, mais partagé par l'aristocratie des riches, la nouvelle aristocratie des riches qui va gouverner l'Angleterre. Hein, et qui tourne autour essentiellement de la protection du droit de propriété exclusive. Voilà, c'est ça, disons, le fondement même de sa théorie politique de base. Les droits naturels, écrit-il, sont une pure absurdité, car dès qu'on se donne une liste de ces prétendus droits naturels, il semble qu'il n'y en ait aucun dont un gouvernement puisse jamais, dans le sens coupe-gorge du mot pouvoir, vous voyez, en quelque occasion que ce soit, abroger la moindre particule. En voilà assez sur le langage de la terreur. En anglais, terrorist language. Alors, ce qu'il appelle ce terrorist language, c'est l'anarchie d'un gouvernement dont l'exercice des pouvoirs est limité par le contrôle des mandataires, c'est l'anarchie, ça, c'est pas supportable, et par des droits imprescriptibles, hein, par des limites à l'exercice du pouvoir législatif, donné comme la philosophie du droit naturel le fait. Voilà, donc je termine ici, parce que cette idée de droit naturel imprescriptible m'est apparue intéressante, pas seulement en tant que expression éthique de la liberté, mais aussi comme façon d'organiser l'exercice des pouvoirs publics pour permettre leur développement et leur existence véritablement.